Bonjour, je suis Cédric Gaillet, moniteur d'atelier à l'ESAT Castelmayran, élu en CSE filière MSEA, donc médico-social enfance adulte, et élu au CSE central, donc le CSEC, et j'ai participé à la dernière plénière du CSEF. Bonjour, Karine Grovaz, je suis art-thérapeute à l'ITEP d'Inaridel. Je suis également élue au CSE MSEA, au CSE central, et j'ai également participé à la dernière plénière du CSE MSEA. Donc, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le premier point donc était l'approbation du dernier PV, comme à chaque CSE. Le deuxième point concernait l'information du calendrier de mise en œuvre du déploiement de l'échappée verte, qui est donc un rassemblement de plusieurs établissements, qui est quelque chose qui nous suit depuis un petit moment maintenant. Le troisième point portait sur les points de situation des enquêtes CSSCT, donc 3 enquêtes étaient en cours. Le quatrième point concernait la situation sanitaire dans les établissements de la filière, en lien avec la dernière CSSCT centrale du 9 avril. Le cinquième point concernait, comme à chaque CSE, un point est fait, et concernait les ASC, donc les activités sociales et culturelles. Le sixième point, il s'agissait du bilan comptable des finances du CSEF, MSEA, fonctionnement et ASC sur 2020. Dont le plus gros point, le point 7, information consultation sur les états réalisés des recettes et des dépenses 2020, en lien avec la dernière commission économique du 15 avril 2021. Et un dernier point, questions diverses, c'est un point récurrent à chaque CSE. Donc le dernier PV n'a pu être validé puisque nous n'étions pas prêts. Le PV est très important puisqu'évidemment d'abord c'est le seul moyen de retour aux salariés comme information. Et tous les salariés souvent attendent impatiemment un mois ou deux entre deux CSE pour avoir le retour. Et il a une autre valeur très importante, c'est-à-dire que c'est une valeur juridique si jamais il y avait un recours en justice ou un désaccord avec l'employeur. Comme il faut attendre l'approbation du PV et que ça peut être un peu long pour les salariés, en fait, nous avons décidé, la CGT, de proposer un compte rendu vidéo dans l'intervalle pour permettre aux salariés d'être informés le plus tôt possible. Donc la vidéo reprend le séquençage des points qui sont à l'ordre du jour. Donc vous pourrez trouver les points qui vous intéressent. Voilà, en bas de la vidéo sous forme d'index, vous retrouverez les différents points. Vous pouvez vous rendre directement au point souhaité en appuyant sur le numéro correspondant. Donc point 2, information calendrier échappée verte. L'échappée verte, c'est un nouvel établissement qui va apparaître et qui est issu du regroupement de 2 établissements. Vous pourrez retrouver aussi des informations dans un précédent compte-rendu d'un CSEC, puisque la question a également été traitée en centrale. Il s'agit donc du regroupement de l'IME Saint-Jean à Albi et d'une partie du CEP Saint-Jean, donc de la partie IM-Pro, qui va voilà, les deux IM vont se regrouper. Donc ça s'est passé en centrale puisque effectivement ça a une influence sur plusieurs filières, le CEP ayant aussi une MEX, voilà. C'est un gros projet donc qui est traité à différents niveaux, au niveau des élus. C'est un des objectifs du CEPOM, la mise en place de cette échappée verte, à la demande de l'ARS. On suit le dossier depuis le début du CSE, de la mise en place des CSE. Donc, 3 élus CSE participaient au COPIL et à une commission RH jusqu'à maintenant. Alors un COPIL est un comité de pilotage, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont réunies qui représentent donc l'employeur, les directions, les salariés, les élus, et donc pour pouvoir débattre et discuter des modifications des conditions de travail, des modifications contextuelles, toutes ces choses qui doivent être anticipées avant la fusion, même si ce mot n'est pas le bon, en tout cas n'est pas celui qui est retenu par nos directions. En tout cas, le regroupement de ces établissements va avoir des incidences sur les conditions de travail et tout ça doit être réfléchi en amont pour que les salariés s'y retrouvent et puissent continuer leur travail dans de bonnes conditions. Le projet ayant pris du retard,
il a été négocié avec l'ARS un report de l'ouverture qui devait se faire en septembre 2021. Or, ce n'est pas prêt pour ouvrir en septembre 2021. Donc voilà, un report qui se fera en avril 2022, voire septembre 2022, le président de notre filière ayant d'ailleurs pris position pour septembre, disant qu'il était compliqué d'ouvrir des établissements en cours d'année scolaire. Alors face aux difficultés pour avancer dans la construction de ce projet, qui est quand même un très gros projet, les élus ont porté les choses au niveau du CSE central. L'ARAS a modifié un peu la méthodologie et donc a composé un CODIR élargi avec différents directeurs de la filière qui viennent en soutien. Bon, l'ANRAS au niveau, voilà, implique aussi du personnel du siège pour venir aider. Un nouveau calendrier donc va être établi avec des dates de CODIR, donc comité de direction avec les différents directeurs, des nouvelles dates de COPIL et de commission RH. Donc en fait, le calendrier va nous être transmis. Ce point a été mis à l'ordre du jour par les élus, puisqu'ils étaient en attente du calendrier avec la mise en place de la nouvelle méthodologie et que ce calendrier n'arrivait pas. Ils ont obtenu le report de l'ouverture et donc voilà, ils insistent sur le fait qu'il faudrait vraiment profiter du temps qu'on a gagné pour pouvoir se mettre au travail. Voilà. Tout à fait, Karine. Un point important aussi à souligner, c'est que cet établissement, ce regroupement concerne plusieurs filières. Les élus ont demandé à ce que la filière sociale en France, qui est aussi concernée, puisse aussi participer à la réflexion autour de ce regroupement. Ce qui explique que ce travail est glissé jusqu'au CSE central puisqu'il concerne plusieurs filières. Le directeur de filière nous a voulu quand même nous rassurer, nous disant qu'ils étaient effectivement au travail, donc le CODIR, qu'ils ont déblayé un peu les questions RH. Et par rapport à l'utilisation des bâtiments, parce que ça impactait la MEX qui est située à côté, apparemment de nouvelles pistes, en réflexion à plusieurs, ils auraient trouvé de nouvelles pistes qui limiteraient effectivement les impacts sur les établissements d'à côté. Voilà, il faut dire qu'à Albi, ces établissements, c'est une configuration très très particulière avec des établissements et des services imbriqués entre la MEX, l'IME, un peu plus loin le CEP, enfin bon, donc du coup c'est tout un jeu de pulse effectivement et voilà, donc apparemment de nouvelles pistes se dégagent. Les élus ont choisi de faire un point à chaque CSE sur l'état des enquêtes et l'avancée des enquêtes CSSCT. Par moment, il n'y aura pas d'informations nouvelles, mais la CSSCT est une commission en fait particulière et importante du CSE. Et donc, il est logique qu'il y ait un retour et un lien entre CSE et CSSCT. Donc, c'est pour cela qu'on va faire le point maintenant sur les 3 enquêtes en cours réalisées par la CSSCT. La première enquête en cours concerne une enquête sur les risques routiers, puisque la plupart des professionnels sont exposés aux risques routiers, notamment aujourd'hui avec des établissements éclatés, des regroupements, etc. Ce risque est amplifié. Donc la CSE, avec le CSSCT, a décidé de mener une enquête sur ce point. Un questionnaire a été établi par les élus. Ce questionnaire a été transmis aux directions et sera diffusé à l'ensemble des directions prochainement et transmis aux salariés via leur feuille de paye ou par d'autres voies en fonction des établissements et des moyens des établissements. Un retour est attendu par le CSSCT autour du 11 juin. Ensuite, un temps d'analyse et de décortiquage de toutes ces informations sera mis en œuvre jusqu'à, nous l'espérons,
septembre, peut-être octobre si les documents sont trop fournis. Voilà, l'idée étant quand même d'avoir un regard et un avis sur ces risques-là. Et ensuite, au terme de cette enquête, évidemment, les élus CSSCT feront des préconisations auprès de l'employeur, qui sont donc des pistes de travail et des pistes d'amélioration des conditions de travail. Alors, l'enquête sur les services TSA. Peut-être, Karine, préciser ce que sont les TSA? Troubles du spectre autistique. Les élus ont choisi de faire une enquête sur les services TSA, car du coup, il y en a 3 actuellement à l'Enras. Un situé à Albi, un dans le Gers, qui sont des services nouveaux, qui ont été créés dans l'année, et un plus ancien, qui est situé sur l'IME de Plaisance. Il s'avère que dans le CEPOM, les ouvertures de ces services étaient programmées, qu'il y a des financements et une volonté des politiques pour développer ce genre de services. Et donc, il nous semblait intéressant d'aller voir un peu les conditions de travail et les risques qu'il pouvait y avoir à travailler avec ces populations particulières qui demandent, oui, effectivement, de la formation, un savoir-faire particulier. Comme nous avons déjà un service qui fonctionne comme ça, qui est un peu plus ancien, on s'est dit qu'on pouvait profiter de ce petit recul qu'on peut avoir sur l'accompagnement de ces personnes pour aussi peut-être étayer voilà, les nouveaux services qui se sont créés. Dans la troisième enquête concernait les unités d'enseignement et unités d'enseignement externalisées, dont l'enquête est en cours. Elle est menée d'ailleurs par quelqu'un qui est enseignant, donc qui connaît le secteur. La première étape concerne la première étape de déploiement a été en raison de la crise de Covid menée par visio pour la plupart des cas, et les premiers intervenants contactés ont été les coordonnateurs pédagogiques au sein des établissements. La deuxième tranche de cette enquête sera la concertation des enseignants et des intervenants en unité externalisée. Concertation faite à partir d'entretiens. L'élu CSSCT va aller rencontrer chaque enseignant et intervenant UE, puisqu'il peut y avoir aussi des éducateurs dans les unités externalisées. Ce qui est pareil et qui est assez particulier à l'Enras, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a autant de contrats différents que d'enseignants en poste à l'Enras. Ce qui questionne le CSE, qui certainement aura une réflexion sur ce sujet, sans doute autour d'une harmonisation, ou en tout cas une réflexion éthique sur ces contrats et ces personnels particuliers. Donc, le terme de cette enquête est prévu fin d'année 2021, décembre 2021. Donc, point sanitaire sur les établissements. Donc, une rencontre des organisations syndicales a eu lieu le 2 avril à la demande de l'employeur. Au terme de cette rencontre, l'employeur, soucieux quand même des conditions d'exercice dans les établissements, a fait une note de service à l'ensemble des directions, rappelant les composantes de la cellule Covid au sein des établissements et la façon dont elles devaient être déployées. L'idée étant quand même d'avoir une protection et une réflexion à peu près similaire et uniforme sur l'ensemble des établissements de l'Enras. Nous avons en CSE été destinataires d'un tableau qui recensait les cellules Covid qui avaient eu lieu dans les établissements. Il semblerait effectivement que ce soit à l'œuvre aujourd'hui dans l'ensemble des établissements, même si ce n'avait pas été le cas aujourd'hui. Ce dernier confinement a quand même resensibilisé tout le monde à la nécessité de se réunir et de faire remonter un petit peu, de faire croiser la vie du sanitaire, l'expertise du terrain et les réalités de nos directions sur les jours d'ouverture et la nécessité de faire fonctionner nos établissements. La cellule Covid, on a la connaissance des organisations de terrain et on voit du coup comment on peut jongler entre les organisations de terrain et la nécessaire protection des salariés et des usagers. Nous avons bien devoir nous aussi de protéger nos collègues. On a une responsabilité. Voilà. La responsabilité de veiller à ce que les choses soient en place pour que ou à faire remonter ce qui nous semble pouvoir protéger les gens, quoi, réellement. Il y a eu un débat, puisque ça fait suite à ce qu'il dit,
sur la composition des cellules Covid. On s'est aperçu que dans certains établissements, des membres du conseil à la vie sociale, donc les représentants des usagers, donc de fait les parents des enfants que nous accueillons, ou des tuteurs ou des représentants légaux. Donc voilà, des participations donc, de ce CVS aux cellules Covid. À d'autres endroits, il y a des éducateurs qui participent. Donc il y a eu un débat sur ces 2 points et la composition de la cellule Covid. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a rappelé un peu le cadre de la cellule Covid qui est repris également dans une note de la direction générale de l'ANRAS et qui rappelle que la cellule Covid doit être composée de la direction, les RP, les élus CSE et éventuellement les référents nommés par l'employeur. Nous avons traité également, abordé la question de la vaccination. Les élus ont rappelé en fait le cadre légal, tout simplement, c'est-à-dire que la vaccination, comme la passation de tests d'ailleurs, relève du secret médical et en fait est entièrement de la décision des professionnels. Tout à fait, c'est une question de liberté individuelle. L'employeur donc, ne peut pas effectivement pousser à la vaccination. Par contre, il doit mettre en place ce qu'il faut pour permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner. Vous trouverez donc le lien sous la vidéo, le lien pour l'accès aux éléments juridiques sur la vaccination. Plus globalement sur la situation sanitaire des établissements, effectivement les élus ont quand même pointé une certaine lassitude des différents professionnels face à ces étapes successives de confinement, déconfinement. Les employeurs ont ramené aussi la difficulté à trouver des personnels diplômés en remplacement. Les élus ont rappelé la problématique de l'attractivité des salaires dans notre secteur. Donc la question des salaires sera rediscutée, enfin on en reparlera un peu plus tard sur le point 7 lors de l'étude des ERRD puisque divers échanges ont eu lieu en séance. Le point 5 concernait les activités sociales et culturelles. C'est un point régulier qui est fait systématiquement à chaque CSE. La problématique majeure que nous avons rencontrée, dont nous avons fait part à l'employeur, c'est notre difficulté à mettre en œuvre ce qu'on appelle l'import automatique, c'est-à-dire la mise à jour des données des salariés. Et nous nous retrouvons avec des salariés qui ne sont pas enregistrés, il faut contacter les DP, etc., les RP, et ça devient assez compliqué. Le service RH de l'association est un petit peu à l'arrêt en ce moment, même si une remédiation est en cours, et nous espérons fortement pouvoir mettre en œuvre cet import automatique qui nous faciliterait vraiment le travail pour contacter les salariés et pour leur permettre d'accéder à leurs droits. Le groupe de travail des ASC est plurisyndical. Ça c'est très important, et c'était une démarche éthique de notre part aussi que d'intégrer tous les organismes syndicaux dans la réflexion autour de ces activités sociales et culturelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans le cadre des anciens CE où nous faisions une passation avec un historique, une antériorité. Quand on reprenait un CE après un autre collègue, on avait un historique qui nous donnait une idée globale de l'argent dont nous disposions pour abonder les activités sociales des salariés. En CSE, la difficulté, c'est que nous n'avons aucun recul et que le raisonnement se fait sur environ 600 salariés sur notre filière. Et du coup, nous sommes obligés d'attendre les premiers retours des avis d'imposition pour avoir un petit peu une idée de la fourchette salariale sur laquelle nous allons décider de l'attribution des tranches. Comprenons, nous élus, que tout ça soit attendu avec beaucoup d'impatience, mais pour que ce soit le plus efficient possible et le plus juste possible aussi, il est très important pour nous que nous ayons vraiment une idée du volume budgétaire que ça représente et de l'éventail des salaires, afin de, évidemment, favoriser les salaires les plus bas. Notre point a été fait sur le bilan comptable. Alors le bilan comptable, qu'est-ce que c'est le bilan comptable? Il faut bien comprendre que votre CSE a besoin d'argent pour fonctionner. Il y a 2 comptes bien distincts, un compte qu'on appelle le 0,20 qui est un compte de fonctionnement. Donc 0,20, qu'est-ce que c'est? C'est 0,20% de la masse salariale de notre filière qui est reversée au CSE. Ce 0,20 sert au fonctionnement du CSE, par exemple pour payer la sous-traitance concernant les relevés de rapports de CE, les frais de fonctionnement des élus, des choses comme ça, et le matériel dont nous avons besoin pour travailler. Et un autre compte bien spécifique
qui est donc le compte des activités sociales et culturelles, qui lui est un prélèvement à hauteur de 1,25% sur la masse salariale, et qui est donc cet argent qui nous sert à faire octroyer, vous permettre d'avoir accès aux ANCV, aux chèques vacances, aux chèques cadeaux à Noël. Voilà. Un point a été fait donc lors de ce dernier CSE. L'approbation des comptes qui était prévue sur ce CSE a été décalée au prochain CSE du 23 juin, en regard des éléments légaux qu'il nous fallait récupérer encore sur les dévolutions des anciens CE, puisque nous sommes en train de mettre à plat un petit peu la trésorerie pour pouvoir démarrer sur des bases saines et claires. Déjà montré que, par exemple, ça représente qu'une petite partie de ce qu'on a dû ingurgiter en très peu de temps. On n'a pas eu tous les documents. Les documents transmis représentent déjà une grosse somme Voilà ce pour à travailler. C'est-à-dire qu'on est censé quand même regarder les comptes de 23. Ouais, quelque chose comme ça. 23 établissements, plus le consolidé au niveau du CEPOM, donc le globalisé au niveau du CEPOM. Donc ce qui demande quand même beaucoup de travail, d'autant plus que pour la plupart d'entre nous, c'est pas notre métier. Voilà, on le fait en tant qu'élu, mais voilà, donc ça représente beaucoup de travail et avec des documents partiels et tout ça, c'est assez compliqué donc du coup de se saisir. Tiens Karine, si tu peux me faire passer, alors sans te démonter le bras. C'est un peu dur. Voilà par exemple, voilà pour vous donner une idée un petit peu de ce que nous devons ingurgiter pour pouvoir rendre un avis. Voilà. Et la totalité n'est pas là, il y en a encore qui doivent arriver dans ce week-end, puisque effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les services RH et CJ en mise à jour ralentissent un peu le process. Voilà, donc le travail des élus est assez conséquent, vous le verrez. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a recours à un expert. Voilà, l'organisme Syndex qui vient nous aider dans la lecture et le décodage de tous ces documents comptables et rapports d'activité. Je ne vous cache pas que les élus sont sous la pression à la fois des employeurs qui attendent rapidement un avis, puisque l'avis doit être rendu pour le conseil d'administration qui aura lieu dans 3 jours, alors que le cadre légal serait de 30 jours. Nous sommes nous aussi dans des délais contraints du coup. Les comptables qui ont travaillé à l'établissement de ces documents sont aussi sous pression et sous des délais contraints. Le directeur financier aussi. Enfin, c'est une période toujours très compliquée pour tout le monde. Et, voilà. C'est un moment, oui, difficile dans la vie des élus. L'étude des ERRD, notamment dans la nouvelle donne des CEPOM, puisqu'avant il s'agissait de budget d'établissement. Aujourd'hui, ce sont des états réalisés de recettes et de dépenses. Donc, chaque établissement fait remonter un état réalisé de recettes et de dépenses. Et tout ça vient en cumulé, percuter le CEPOM donc, et être déduit du CEPOM. Donc le CEPOM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc là, on va être plutôt sur les moyens, quoique ils sont complètement liés aux objectifs. Donc on en parlera peut-être un petit peu après. Mais donc sur les moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une dotation qui est globalisée sur l'ensemble des établissements de la filière, sauf le foyer d'hébergement. Dont la spécificité est d'être financé par le conseil départemental, mais qui n'a pas été versé sur la filière sociale enfance, puisqu'il est un des établissements de l'ESAT Castelmayran. Voilà. Donc pour ne pas dissocier et couper en deux cette structure, il a été décidé par l'association de maintenir le foyer d'hébergement dans la filière MSEA. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, l'ARS va verser une dotation globale à l'ANRAS, qui ensuite est dispatché par établissement. Chaque année, en fait, il y a ce qu'on appelle un taux reconducteur, c'est-à-dire une revalorisation de la dotation qui ne suit donc pas l'inflation, mais qui, dans l'idée, devrait suivre l'inflation. Ça permet de faire face à l'inflation. Pour compléter, Karine, ce taux reconducteur est défini dans le cadre du PLFSS, le plan de financement de la sécurité sociale.
C'est le plan de financement de la sécurité sociale qui définit le taux reconducteur chaque année. Donc là, sur l'ensemble du CEPOM, la revalorisation a été de 0,73%. Donc, ce qui correspond à ce qui avait été défini dans le PLFSS. Il y a des disparités entre les établissements sur l'application du taux reconducteur et il y aurait peut-être du coup un lien avec le coût moyen à la place de chaque établissement. Nous avons demandé donc les élus à avoir une lisibilité de là où en était le coût moyen à la place, puisque ça va être un barème qui va être très important dans les années à venir pour définir les budgets des établissements. Voilà. Globalement, quand même, ce qui est à retenir, c'est que malgré la crise Covid et dans des situations difficiles pour les établissements, pour l'ensemble de notre filière, donc uniquement le MSEA, le chiffre à retenir, c'est quand même 1 100 000 € d'excédent dégagé. 1 100 000 € d'excédent dégagé. Ce qui montre que, effectivement, malgré la crise Covid, l'incidence pour les établissements, pour la plupart des établissements, ça a été de la suractivité. Et cette suractivité génère du chiffre, forcément. Seulement, elle génère aussi de la fatigue des salariés, etc. sur le terrain. Donc, c'est tout le travail des élus que de mettre en concordance les excédents dégagés et la charge sur les personnels dans les établissements. Un autre point intéressant à retenir et qui certainement explique aussi l'excédent, c'est que jusque-là, l'association bénéficiait de ce qu'on appelait le CITS, donc le crédit d'impôt sur les taxes et les salaires, taxes et salaires, je crois, qui a été transformé donc en allègement de cotisation. Et ces allègements de cotisation sont encore plus avantageuses pour l'employeur. À côté de cet excédent annoncé, qui est quand même relativement important sur la filière, ont été réalisées en plus donc des provisions, c'est-à-dire des sortes de réserves d'argent qui sont fléchées. Donc on dit pourquoi elles vont servir, on les met de côté. Donc des provisions importantes pour les primes de départ à la retraite. Donc de fait, 90% des départs à la retraite sur l'ensemble du CEPOM, l'ensemble des établissements, sont déjà mis de côté, donc pourront être payés jusqu'à la fin du CEPOM. Voilà. Et d'autres provisions, quelques autres provisions pour travaux et compensation de déficit. Voilà, donc en totalité, finalement, l'excédent dégagé est quasiment le double de celui annoncé. Quasiment de l'ordre de 2 millions d'euros. Ouais, voilà, ce qui est quand même relativement important. Avec le CEPOM, en fait, il y a une dotation globale. L'ARS ne regarde plus forcément dans le détail, elle a donné son enveloppe. Du coup, les excédents restent acquis à l'ANRAS, en fait, qui peut proposer l'affectation de ces excédents comme bon lui chante. Ce qui est différent du fonctionnement antérieur où l'ARS devait valider le fléchage des excédents pour savoir à quoi ils étaient utilisés. Voilà, si les objectifs à la fin du CEPOM sont atteints, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème sur le côté financier, en fait. Il n'empêche que ces importants excédents, et on a vu sur certains établissements que ce n'était pas lié qu'au Covid, puisque c'est des excédents qui sont récurrents depuis quelques années, on fait poser la question aux élus du danger potentiel que l'ARS revoit à la baisse la dotation associative. Voilà, la dotation associative, et notamment sur le prochain CEPOM. Les élus sont extrêmement vigilants, notamment sur le point de mi-CEPOM, puisque à la mi-CEPOM, un point sera fait d'abord par les directions avec l'ARS et retransmis aux élus. Ils sont extrêmement vigilants, effectivement, sur les excédents dégagés et leur fléchage. L'idée étant quand même de garantir le budget du prochain CEPOM. Donc en fait, il y a une bonne santé financière quand même de la filière, donc ce qui est rassurant. Effectivement, on a 6 mois d'avance en trésorerie pour payer et continuer. On pourrait fonctionner pendant 6 mois encore sans retoucher. Et donc il y a une bonne santé financière, mais il ne faudrait pas que cela se retourne contre nous non plus.
On s'est rendu compte que, du coup, à la lecture des comptes et des rapports d'activité, qu'il y avait une disparité de statut pour des mêmes fonctions et à même qualification au sein de leur race, notamment par rapport aux comptables. Ça pose question qu'à l'intérieur de la même association, voilà, des personnes et des statuts différents en ayant le même bagage. Cette question, évidemment, sera certainement réabordée par les élus prochainement, dans un souci là aussi d'harmonisation et d'éthique. Il est absolument anormal que d'un établissement à l'autre, à diplôme égal, les promotions ne soient pas les mêmes et qu'elles soient uniquement à la main des directions d'établissement et pas dans une réflexion globale associative. Un autre aspect budgétaire donc important, c'est la part de plus en plus importante des CNR. Donc ce sont des crédits non reconductibles. Donc c'est l'ARS qui effectivement donne de l'argent pour une action spécifique. Donc cette année, il y a eu beaucoup de CNR relatifs au Covid, pour payer la prime Covid, pour permettre l'achat de masques, de gel, de choses comme ça. Donc ça représentait une somme relativement importante. Et à côté de ça, il y a toujours les CNR qu'on va dire classiques, qui sont débloqués par l'ARS pour faire face à des accompagnements de situations critiques, voilà, et qui peuvent donc générer de l'embauche de personnel, mais qui restent du coup précaires, parce que ces crédits sont non reconductibles, donc non pérennes. Voilà, donc c'est une part quand même qu'on voit depuis quelques années qui devient de plus en plus importante de crédits qui ne sont pas pérennes et qui ne permettent pas d'asseoir réellement les organisations dans les établissements, voilà, et qui génèrent des embauches en CDD, de la précarité au niveau des accompagnements et au niveau des salariés et de leur statut. Ce qui est important aussi concernant les CNR, c'est que ce sont des crédits non reconductibles fléchés. C'est-à-dire que par exemple, si un établissement demande un CNR pour une action spécifique, il ne peut l'utiliser que pour cette action spécifique. Ils sont reconductibles d'une année sur l'autre, mais au terme du CEPOM, devront être utilisés ou récupérés par l'ARS. Ensuite, a été abordé aussi à l'occasion de cette consultation sur les comptes, les problèmes puisqu'il y a des économies donc sur les salaires, en fait, sur le groupe 2 qui représente tout ce qui est dépenses de salaire, des problèmes de déqualification ou qui n'est pas volontaire forcément, hein, mais ou de difficulté à recruter des personnes qualifiées. Donc notamment des psychiatres, des orthophonistes, enfin dans le champ du thérapeutique, ça depuis quelques années. Et maintenant, même d'éducateurs spécialisés ou autres professions. Et donc voilà, nous avons partagé un peu ce constat avec les représentants de l'employeur. Et qui eux aussi reconnaissent la difficulté à trouver des personnels qualifiés pour pallier au remplacement ou même pour les embauches. Donc des échanges ont eu lieu autour justement et nous avons glissé lors des échanges vers la Convention 66 donc, qui régit donc l'ensemble de notre filière et le constat est partagé que cette convention n'est plus attractive salarialement et qu'il va être de plus en plus compliqué de trouver des gens qualifiés pour exercer sur nos structures. La question des ruptures conventionnelles aussi a été abordée, puisque apparaissant dans les rapports d'activité des établissements, de certains établissements, sur la façon d'accorder ces ruptures conventionnelles et les conditions d'octroi. Voilà, les conditions d'octroi de ces ruptures conventionnelles qui restent encore assez floues. Souvent à la main des directeurs d'établissement. Et du coup, le CSE va certainement là aussi mettre un peu le nez et apporter des préconisations, ou en tout cas essayer un petit peu d'aller vers plus d'éthique et en tout cas de visibilité. Voilà.
face aux disparités qui sont présentes actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, dans le CEPOM, il y a les moyens et il y a les objectifs. Les objectifs sont à peu près tenus, à part quelques difficultés à mettre en place des unités d'enseignement, mais ça c'est plus en lien dans les négociations avec l'éducation nationale. Mais ça devrait se faire quand même si ça prend un peu plus de temps. De façon générale, tout prend un peu plus de temps, du fait aussi du Covid, et donc tout n'a pas pu être mené forcément dans les temps. Bon, des extensions se sont passées, enfin bon, voilà, dans les objectifs, c'est pas trop mal. Il y avait une question sur l'activité, où effectivement l'activité demandée par l'ARS et l'évolution notamment de l'activité au cours du CEPOM et notamment sur les CESAD s'avérait pratiquement intenable, irréalisable. Voilà, on devait arriver à 7 actes par enfant et par semaine dans les CESAD, ce qui n'est pas forcément réalisable. Les représentants de l'employeur nous ont fait part qu'il y a eu des négociations avec l'ARS et qu'il semblerait que ceci soit négociable et que l'ARS reconnaisse que effectivement ce n'est pas du tout adapté, et notamment au travail en CESAD. Voilà, donc un rectificatif au CEPOM par rapport à ces objectifs d'activité. Voilà, ce qui soulagera un peu tout le monde. Les élus alertent depuis plusieurs CSE sur cette question de l'activité qui met un peu en tension les professionnels de terrain, les cadres dans les établissements. Voilà, donc ça devrait être rectifié. Nous verrons sur les négociations finales de mi-CEPOM ce que ça donne. Un point a également été fait donc, concernant le foyer d'hébergement Les Rives de Garonne, puisque là c'est une étude particulière, c'est hors CEPOM, et donc le budget a été étudié. Et une motion a été rendue au terme du CSE. Il n'y a pas eu, lors de ce CSE, de questions diverses à la fin de la séance, puisque c'est une question, le point des questions diverses revient à chaque séance. Pour préciser quand même, ces questions diverses servent souvent à l'élaboration de l'ordre du jour du CSE suivant. Je crois qu'on a tout dit, qu'il est temps de nous quitter, Karine. Exactement. Juste rappeler que vous retrouverez sous la vidéo le lien vers le blog CGT en race, le lien vers le Facebook, le lien vers la boîte mail, éventuellement si vous voulez nous contacter ou commenter, ou voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.